messieurs. Bonsoir. C'est toujours agréable comme ça. Donc ce soir, le Parti québécois de Mercier et le Parti québécois de Gouin vous convient à une soirée-conférence sur l'environnement et l'indépendance. Je m'appelle Martine Desjardins, je vais être votre animatrice pour la soirée et je vous présenterai un peu plus tard nos 4 conférenciers. D'abord, vous mettre un peu en appétit. Donc, maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2 degrés, tel sera l'enjeu de la prochaine conférence, en fait, qui aura lieu à Paris, donc Paris 2015, qui est la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, que certains connaissent mieux sous son sigle COP 21. C'est toutefois à travers la voix du Canada que le Québec va être représenté. Donc ce soir, on cherche à comprendre les enjeux pour le Québec relativement au changement climatique et aux politiques environnementales du Canada, et pour réfléchir aux avenues sur le développement économique aussi du Québec et au potentiel que représente notamment le projet d'électrification des transports. Donc, pour y réfléchir et pour en discuter, nous avons 4 conférenciers. Donc, je vous les présente succinctement et par la suite de façon un peu plus détaillée. Donc, nous avons M. Patrick Bonin, qui est le responsable de la campagne Climat-Énergie, notamment à Greenpeace. M. Philippe Bourque, qui est le directeur général du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. M. Robert Laplante, qui est le directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine et directeur de la revue L'Action nationale. Et Mme Martine Ouellette, députée de Vachon et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport, de stratégie maritime, d'électrification des transports et des télécommunications. Et donc, on commence le tout avec justement la conférence que vous voyez à l'écran, qui est celle de M. Patrick Bonin. Et donc, M. Bonin est environnementaliste, il a notamment une maîtrise en sciences de l'environnement. Il est aussi porte-parole et responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace. Depuis 2005, il est membre du conseil d'administration en réseau Action Climat Canada. Il est membre aussi du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique, dont le lancement a lieu pas très loin, en fait, en octobre 2015. Il est aussi récipiendaire de 2 prix Phoenix de l'environnement, notamment en 2011 pour le programme Fête de l'air Adieu Bazou, qui était lié en fait, avec l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, et en 2004 pour le magazine Délirium environnemental, dont il a cofondé et co-réalisé en fait comme magazine. Directeur général de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, donc entre 2008 et 2012. Directeur général de projet Saint-Laurent entre 2007 et 2008. Il a aussi été porte-parole de la coalition Québec vers Kyoto en 2005-2006. Et donc, il va nous parler ce soir des grands enjeux et le rôle du Québec dans la conférence de Paris et les efforts de réduction des gaz à effet de serre dans un contexte canadien. Et donc, il va aussi faire un survol des grandes menaces causées par le transport du pétrole canadien au Québec. Je lui cède donc la parole. M. Bonin, à vous. Écoutez, c'est un plaisir d'être ici. J'ai beaucoup de matériel. Je vais passer rapidement au travers. Et comme vous l'avez mentionné, je pense qu'on a une belle période de questions pour en parler plus amplement. C'est un sujet très vaste, très chaud d'actualité. Et j'aimerais bien que vous compreniez, entre autres, Paris, quels sont les grands enjeux. Ça sent bien que vous allez en entendre parler beaucoup au cours des prochaines semaines, prochains jours. Peut-être un petit rappel de base, depuis l'industrialisation, qu'on utilise du pétrole, du gaz, du charbon, il y a une augmentation des émissions de CO2 à travers le monde. Vous le voyez en graphique depuis 1890, vous l'avez probablement déjà vu auparavant. C'est une augmentation constante des émissions de gaz à effet de serre. Avec cette augmentation-là, plus on émet de CO2, plus la concentration dans l'atmosphère elle est élevée. Vous avez ici, depuis 800 000 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et à la fin, plus près du drapeau, vous voyez au cours des dernières années une montée vertigineuse. On est rendu à 400 parties par million dans l'atmosphère. C'est un taux dans l'atmosphère qu'on n'a jamais atteint depuis 3 à 5 millions d'années à peu près. Et regardez à quelle vitesse au cours des dernières années. Avec l'augmentation du CO2, vous voyez l'augmentation au cours des 1000 dernières années, vous l'avez en bleu. Avec l'augmentation du CO2 en bleu, vient une augmentation de température en rouge. Et ça, c'est très clair au niveau scientifique, c'est consensuel. Plus il y a de CO2, plus la concentration est élevée, plus le réchauffement planétaire se fait rapidement.
Ce qui fait qu'on arrive avec les 10 années les plus chaudes, ben, 9 des 10 sont en dernière décennie. La dernière année 2014, c'est l'année la plus chaude. 2015 s'en va clairement vers l'année la plus chaude pour battre 2014. Donc, au niveau scientifique, on n'a jamais été aussi sûr. Et vous avez d'ailleurs peut-être noté qu'on n'entend plus vraiment parler de ce qu'on considère les climato-sceptiques, ceux qui remettent la science du climat en question parce qu'elle est trop solide, cette science-là, et consensuelle actuellement. Ce qui fait qu'actuellement, je vous vulgarise un petit peu ce graphique-là, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, différents scénarios de 1990 jusqu'à 2100. Le scénario où on a une trajectoire qui s'en va vers le haut, c'est le scénario où on a un réchauffement le plus élevé. Donc si on ne fait rien actuellement, la trajectoire actuelle, on s'en va vers 3-4 degrés Celsius de réchauffement planétaire. Si on fait, et je vais me rapprocher, je pense que vous êtes capable de m'entendre si je crie un peu, hein? Si on fait tout ce que les pays ont dit qu'ils devraient faire, on s'en va vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Ça, c'est tous les pays font ce qu'ils disent qu'ils devraient faire. Rappelez-vous, des pays comme le Canada, dans le passé, ont failli à la tâche et n'ont pas respecté leurs engagements. Fait que déjà là, on n'est pas certain d'atteindre le 3 degrés Celsius. Qu'est-ce que c'est 3 degrés Celsius? C'est 2 fois plus que ce qu'on devrait viser au niveau international. La science nous dit, au-delà d'1,5 degré Celsius, clairement, il y a une augmentation des événements météorologiques extrêmes, des impacts catastrophiques. 2 degrés Celsius, vous entendez souvent parler de 2 degrés Celsius, c'est une limite à ne pas dépasser. Donc, il faut rester bien en deçà de 2 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en deçà de 2 degrés Celsius? Bien, c'est la trajectoire que vous avez en vert à peu près, qui nous amène avec des chances plus ou moins raisonnables de rester en bas de 2 degrés Celsius. Notez que cette trajectoire amène à des émissions négatives. Donc, on est en dessous de zéro même à travers le temps. Et actuellement, il n'y a pas de technologie qui permet de faire ça. Donc, essentiellement, il faut plafonner les émissions de gaz à effet de serre avant 2020 et les réduire rapidement, très rapidement par la suite. Parce que sinon, on s'en va vers 4 degrés Celsius. Je vous épargne le discours, vous avez déjà entendu parler, augmentation du niveau de la mer, fonte des glaciers, augmentation des niveaux, augmentation des événements extrêmes, sécheresse, problème au niveau de la malnutrition, problème au niveau de l'agriculture, problème au niveau de l'accès à l'eau potable, problème au niveau de la perte de biodiversité accélérée, acidification des océans, etc., etc. On pourra rentrer plus en détail, mais je pense que vous connaissez déjà un petit peu le topo. Donc, on arrive cette année à la conférence de Paris. Pourquoi Paris? C'est quoi Paris? Essentiellement, ça fait depuis presque 7 ans que les pays négocient pour arriver à une entente, une nouvelle entente en fait, pour s'entendre au niveau international, un peu la suite du protocole de Kyoto, pour que tous les pays se fixent des objectifs et qu'on évite un réchauffement de 2 degrés Celsius, un réchauffement catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à Paris? Qu'est-ce qu'on veut à Paris en fait? Première chose qu'on veut, on appelle ça pour 2020, il y a des engagements déjà sur la table pour 2020. Le Canada a des engagements de réduction de gaz à effet de serre. La plupart des pays industrialisés ont des engagements pour 2020. On veut que ces pays-là respectent leur engagement en termes de réduction de gaz à effet de serre. On veut aussi qu'ils respectent l'autre dimension, c'est la dimension d'aide aux pays en développement. Il est actuellement promis par les pays développés 100 milliards de dollars par année d'ici 2020 pour aider les pays en développement qui subissent les impacts des changements climatiques pour s'adapter et pour les aider aussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Fait que ça, c'est déjà de dire qu'il faut qu'à Paris, les pays comme le Canada disent « Ah ben nous, finalement, on va faire des efforts supplémentaires, on va respecter ce qu'on a signé comme papier, ce à quoi on s'est engagé d'ici 2020. » Après ça, on veut un nouvel accord pour après 2020, post-2020. Et que ce soit un accord qui rassemble pour la première fois l'ensemble de tous les pays à travers la planète, incluant les grands émetteurs en développement comme la Chine, l'Inde, etc. L'objectif essentiellement pour le 1,5 degré, 1,5 degré, là, c'est pas juste Greenpeace, vous avez 100 pays la semaine passée qui sont sortis et qui ont dit, nous, on est déjà affectés par les changements climatiques, il y a déjà un niveau d'augmentation du niveau de la mer, on a déjà des réfugiés climatiques, on est déjà menacés, on voit déjà les impacts. Donc 100 pays qui disent qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse 1,5 degré Celsius. Et actuellement, on a déjà atteint 1 degré. Depuis l'industrialisation, la planète s'est réchauffée en moyenne de 1 degré Celsius. Donc la marge de manœuvre, vous voyez qu'elle est très mince. Et pour justement ne pas dépasser ce 1,5 degré Celsius-là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut qu'au point de vue mondial, on soit environ à 100% énergie renouvelable d'ici 2050.
Donc, plus d'utilisation de combustibles fossiles d'ici 2050, d'ici 35 ans. C'est très rapide. Et ça, c'est au niveau mondial. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les ententes internationales sur le climat, ce qu'ils prévoient, c'est que les pays industrialisés assument le leadership parce qu'ils sont développés. Donc, que ce soit les premiers à réduire leurs émissions et par la suite, les pays en développement réduisent. Donc, s'il faut qu'on soit zéro émission de gaz à effet de serre au niveau des combustibles fossiles, 100% renouvelables dans 35 ans, ça veut dire que les pays comme le Canada, bien avant 2050, normalement, il faudrait qu'on soit zéro émission de gaz à effet de serre au niveau, en cours de l'utilisation des combustibles fossiles. Donc ça, c'est l'objectif à long terme, 100% énergie renouvelable 2050, c'est ce qu'on veut là-dedans, c'est ce que plusieurs pays poussent, et c'est pas si farfelu à première vue. En fait, non seulement la science nous dit qu'il faut qu'on fasse ça, mais c'est pas impossible, et le Québec, je vous rappelle, a déjà pris l'engagement de réduire ses émissions de 80 à 95% d'ici 2050. Fait que c'est pas de la science-fiction, c'est même un engagement du Québec d'arriver à peu près à ça, 100% énergie renouvelable d'ici 2050. Pour y arriver, évidemment, ça prend des plans de décarbonisation pour enlever l'utilisation des combustibles fossiles dans nos sociétés. Et ça prend aussi des engagements à court terme. Actuellement, les pays s'en vont vers des engagements. On va faire des cibles de 2030. Et ce qu'on a appris dans le passé, c'est que si les cibles sont très loin, bien, les pays ont tendance à ne pas être collés à ces cibles-là, ne pas respecter leurs engagements. Donc actuellement, on pousse pour que les pays aient des cibles, comme les États-Unis d'ailleurs, pour 2025. Et que ces cibles-là soient tous les 5 ans. Pourquoi? Bien, entre autres parce que on veut tout de suite que les pays prennent des engagements supplémentaires. Je vous l'ai dit tantôt, si tous les pays font ce qu'ils se sont engagés à faire, bon, ça va vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, il faut augmenter l'ambition. Il faut qu'on regarde toutes les cibles et on dise, bon, quel pays va faire quoi de plus? Et ça, il faut qu'on le fasse avant 2020. Donc, en 2025, si on n'a pas encore des cibles qui nous permettent d'éviter les changements climatiques catastrophiques, bien qu'on a un autre processus qui augmente encore ces cibles-là. Il va falloir que les pays soient de plus en plus ambitieux tant qu'on n'atteint pas une trajectoire qui nous permette justement d'espérer éviter les changements climatiques catastrophiques. C'est ce qu'on appelle le mécanisme Ambition Paris, dont vous allez peut-être entendre parler, mais c'est de s'assurer qu'on évalue les cibles et on augmente cette ambition-là. Outre ça, il y a des enjeux au niveau des différences entre les pays. Pays en développement, pays développés. Je vous l'ai dit, les pays développés doivent assumer le leadership, mais les pays en développement, il faut qu'eux aussi fassent des efforts supplémentaires. Il faut même que, par exemple, la Chine, qui est un pays en développement, mais qui a quand même une situation plus avantageuse que d'autres qui sont plus vulnérables ou moins bien nantis, eh bien, la Chine aide déjà, par exemple, met 3 milliards de dollars sur la table pour aider les pays en développement pour s'adapter au changement climatique. Outre ça, bien, on veut une reconnaissance qu'il y a déjà des pays qui subissent des pertes et dommages en raison des changements climatiques. Pensez aux ouragans, aux typhons qu'on voit aux Philippines. Il y a plusieurs pays qui sont déjà affectés par l'augmentation des événements extrêmes, les sécheresses, etc. Et ça, c'est des pertes et dommages. Donc, ils demandent que les pays développés les aident parce que c'est pas de leur faute. Pour la plupart, ce sont des pays qui n'ont pas émis les gaz à effet de serre historiquement. Ce ne sont pas les pays industrialisés. Donc, aux pays industrialisés, à les aider, justement, à s'adapter et à payer pour ces pertes et dommages. Et l'autre enjeu, c'est que je vous parlais de 100 milliards de dollars par année d'ici 2020 pour aider au niveau de adaptation au changement climatique et réduction des gaz à effet de serre dans les pays en développement. Mais là, après 2020, il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait davantage d'argent et des engagements à mettre encore plus d'argent de la part des pays industrialisés pour aider les pays en développement. Ça, c'est les grands enjeux rapidement. Désolé, il y en a beaucoup, mais c'est un difficile équilibre à atteindre où il y a les pays en développement et les pays développés qui ont tous leurs intérêts à travers ça. Juste pour vous dire, Greenpeace a sorti en septembre ce qu'on appelle la révolution énergétique ou Energy Revolution en anglais. C'est un mode d'emploi pour arriver à 100% énergie renouvelable en 2050. C'est fait par Greenpeace International, c'est notre 4e édition. Et les éditions précédentes, en termes de précision dans les prévisions, on était plus précis au niveau de l'énergie que l'Agence internationale de l'énergie, que Goldman Sachs, que le département de l'énergie au niveau des États-Unis. Donc, ce qu'on a démontré avec ça, c'est non seulement c'est possible d'arriver à 100% énergie renouvelable en 2050, mais on créerait davantage d'emplois, 20 millions d'emplois. On serait rendu à 9 millions d'emplois en 2030, entre autres, au niveau de l'énergie solaire, au niveau de l'éolien également, création massive d'emplois. Et les coûts, parce qu'il y a des coûts, évidemment, à faire cette transition-là, eh bien, ça va nous coûter, oui, de l'argent pour faire la transition, il faut avancer de l'argent, mais les économies, parce qu'après, on a à payer pour les combustibles fossiles, sont plus grands pour les populations. Donc, on regagne cet argent-là rapidement et on évite tous les coûts liés au changement climatique catastrophique.
Tout ça juste pour vous dire que ça existe 100% énergie renouvelable. Ça, c'est dans le contexte canadien aussi, parce que on voulait qu'on parle du Canada. Bien, ça, c'est un rapport qu'on a sorti en avril dernier avec Environmental Defense. Vous voyez, depuis 1990, qui a contribué le plus à l'augmentation des gaz à effet de serre au Canada? Alberta, 73%. Le Québec, lui, est à moins 5%. Saskatchewan, ici, a beaucoup contribué. Et quand on regarde au niveau des émissions actuelles de gaz à effet de serre par province, eh bien, vous avez l'Alberta qui émet autant de gaz à effet de serre que le Québec et l'Ontario réunis. Ça, c'est aujourd'hui. Et les prévisions, ce qu'elles nous disent, c'est qu'en 2020, l'Alberta va émettre autant de gaz à effet de serre que le Québec, que la Colombie-Britannique et que l'Ontario réunis. Donc, on a quand même des problèmes au niveau de disparité au niveau canadien. Et ça se reflète aussi dans les gaz à effet de serre par habitant ou en fonction du PIB. Vous voyez, clairement, l'Alberta, encore une fois, Saskatchewan, ont des taux d'émission de gaz à effet de serre de 6 fois plus élevés par habitant que ce qu'on a ici au Québec. Et au total, au niveau canadien, ça c'est en 2013, vous voyez pour la première fois, on a le secteur pétrole et gaz qui est en bleu en haut à droite, qui est le principal secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre au Canada. Pétrole et gaz, c'est plus la production de pétrole et gaz que tous les transports réunis au Canada. Évidemment, vous avez compris, c'est l'augmentation, entre autres, de la production de pétrole dans l'Ouest, de pétrole des sables bitumineux, qui est un pétrole extrêmement polluant à produire. Ici, on regarde, vous avez vu 90, et ça, c'est les prévisions. C'est les prévisions d'ici 2020. Donc, si on ne fait rien au Canada en 2020, vous avez la trajectoire en rouge. Et si on fait ce que le Canada est censé faire actuellement, selon les plans, ça c'est Environnement Canada en passant comme tableau. Donc, si le Canada fait ce qu'il est censé faire, bien, malgré toutes les mesures qu'il y a dans les provinces, bien, les émissions vont augmenter au Canada d'ici 2020, à moins qu'on prenne des mesures supplémentaires. Donc, c'est ce que ce graphique-là dit. Alors qu'on devrait, rappelez-vous, réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez l'objectif, entre autres, canadien. On serait très loin de l'objectif canadien, qui n'est même pas le protocole de Kyoto en 2020, alors que Kyoto, c'était pour 2012, la dernière année. Je vous passe que faire le Canada en vue de Paris, ou je vous le vulgarise en disant il n'y aura pas une nouvelle cible de gaz à effet de serre à Paris par le Canada. On le sait, ils l'ont dit, ils vont consulter les provinces. On a eu des discussions avec le gouvernement, entre autres. On respecte cette idée-là de ne pas lancer une cible, mais de consulter les provinces. Mais on veut que le gouvernement arrive à Paris et dise clairement bien, la cible du gouvernement Harper est inadéquate. Et nous, on va faire une cible beaucoup plus ambitieuse. Ça, il faut que ce soit très clair comme message de la part du gouvernement. Il doit avoir une vision à long terme comme le Québec, qui dit 100% énergie renouvelable ou presque en 2050. Il doit aussi avoir une cible pour 2025, comme les États-Unis. Il doit arriver avec de l'argent sur la table pour aider les pays en développement. Donc, il y a une panoplie de choses que le gouvernement canadien peut faire, autre que d'avoir une cible ambitieuse. Il doit me rester un 5 minutes. Bon, 5 minutes. Magnifique. Énergie, c'est les pipelines, lequel je vais prendre en premier, désolé. Je vais juste vous parler un peu de la situation de la production du pétrole dans l'Ouest. Vous avez, de 2014 à 2030, c'est le graphique, vous avez une ligne rouge qui est, c'est essentiellement la prévision d'augmentation de la production de pétrole dans l'Ouest, c'est la ligne en rouge. Donc vous voyez qu'il y a une prévision d'augmentation de pétrole des sables bitumineux, pétrole de schiste dans l'Ouest, qui augmente massivement. Pour transporter ce pétrole-là, les compagnies, et pour réaliser cette expansion-là, c'est une prévision encore une fois, les compagnies ont besoin de moyens de transport. Vous voyez dans le bas en gris, ce sont des pipelines qui existent. Et par la suite, vous avez d'autres projets de pipelines. Et donc, ce que je veux que vous regardiez, c'est à partir de 2016, vous voyez, s'ils veulent augmenter la production, ils ont besoin de nouveaux projets de pipelines pour réaliser cette augmentation-là. Ça, c'est Keystone XL. Ça a été abandonné récemment. Ça, c'est Northern Gateway. Ça a été pas mal le dernier clou dans le cercueil la semaine passée avec un moratoire sur l'exportation par bateau pétrolier dans l'Ouest. Vous avez un autre projet, c'est TransCanada Énergie-Est. Donc, sans ces projets-là, ils ne peuvent pas réaliser l'expansion de la production dans l'Ouest. Et c'est là qu'arrivent des projets comme Énergie-Est. Énergie-Est, je pense que vous le connaissez. J'avais la carte, mais je ne la vois plus. Donc, vous l'avez ici, Énergie-Est, c'est
Le tracé en rouge, dont vous avez probablement entendu parler, c'est la construction d'un nouveau pipeline pour permettre l'exportation des sables bitumineux pour s'en aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, à Saint-John, pour exporter les sables bitumineux. Ça, c'est un projet. Vous avez l'autre projet en vert, Enbridge, qui amènerait 300 000 barils par jour de l'Ouest, incessamment. D'une journée à l'autre, ils pourraient inverser ou presque que ce pipeline-là. Ils ont toutes les autorisations. Donc, on va avoir 300 000 barils par jour qui vont arriver à Montréal. Et au Québec, on consomme à peu près ça, 300 000 barils par jour. Donc, on a déjà un projet majeur qui va amener beaucoup de pétrole au Québec pour alimenter, entre autres, les raffineries québécoises. Au-delà de ça, un autre projet majeur dont vous avez entendu parler, à Sorel, entre Montréal et Québec, évidemment, c'est le terminal de Kildare, où on a maintenant des grosses citernes qui accumulent le pétrole, qui est acheminé par train, qui peut être mis dans des bateaux pour exportation. C'était la première fois qu'on a eu une exportation de pétrole par le fleuve Saint-Laurent, du pétrole issu des sables bitumineux. Ça a été le terminal de Kildare à Sorel, qui actuellement, à ma connaissance, ne fonctionne pas parce que, ou du moins n'exporte pas, parce que le prix du baril est tellement bas que ce n'est pas véritablement rentable pour les compagnies. Si on continue vers l'est, j'avais un autre projet actuellement qui est sur la table en discussion, c'est le projet de Port de Québec. Ils envisagent d'augmenter la capacité de réservoir et d'avoir un quai qui permettrait l'exportation du pétrole par bateau à partir de Québec. C'est un projet que le gouvernement du Québec a refusé d'amener devant le Bureau d'audience publique en environnement du Québec, donc il s'en remet au fédéral sur cet enjeu-là, alors que c'est clairement dans son champ de compétences de pouvoir demander un BAP à Québec. Un autre projet qui... est-ce que je vais repasser ça pour vous montrer? Non. Okay. Un autre projet à garder en tête, et j'imagine peut-être Martine va l'aborder parce qu'elle en a beaucoup parlé, a travaillé sur le projet d'exportation du pétrole de Belle-Dune au Nouveau-Brunswick, qui est un projet de terminal, de port d'exportation de pétrole qui serait alimenté par train à hauteur de 2 voyages de train par jour, plus de 120 wagons pour chacun des voyages qui traverseraient tout le Québec, le sud du Québec, pour passer par la vallée de la Matapédia, c'est ça, à Amqui, pour arriver à Belle-Dune et être exporté. C'est un autre projet qui menace le Québec actuellement. Je vais juste vous reparler, vous remontrer Énergie-S parce que je ne l'ai pas montré au complet, je pense que c'est important de le voir. C'est un pipeline, donc Énergie-S qui part de l'ouest et qui se rend jusqu'à la frontière de l'Ontario, qui est existant. En fait, c'est un gazoduc qui va le convertir. Donc, au lieu d'avoir du gaz, ils mettent du pétrole dedans et construire une rallonge, dans le fond, à partir de l'Ontario, qui traverserait le Québec, se rendrait au Nouveau-Brunswick. Là, vous avez Kakuna, mais évidemment, Kakuna a été abandonné. Là. Donc, il se rendrait au Nouveau-Brunswick pour être exporté à hauteur de 80-90% à peu près du pétrole d'Énergie-S serait exporté, entre autres, dans les marchés de l'Europe identifiés, de l'Inde et des États-Unis. Je dois absolument quand même vous parler, parce qu'on en parle beaucoup actuellement avec l'évaluation environnementale stratégique que le gouvernement du Québec a commencé hier, les consultations à Montréal, entre autres. Bâclé est très critiqué, ces consultations-là, mais il y a également des projets de développement de pétrole en Gaspésie. Vous avez les gisements Galp et Haldimand, et il y a également un autre gisement Bourque qui est là. Il y a également le gisement d'Old Harry, près des îles de la Madeleine, qui est du pétrole en mer dans le Golfe, qu'ils veulent développer également. Et évidemment Anticosti avec le pétrole de schiste qui tout récemment a été qualifié de réserve de gaz de schiste, donc pétrole et gaz de schiste. Ce sont des projets qui, du moins pour Anticosti, le gouvernement veut aller de l'avant l'année prochaine avec les premières fracturations hydrauliques, techniques similaires à celles utilisées pour les gaz de schiste, essentiellement la même, qui se ferait sur Anticosti, alors qu'il n'y aurait pas eu encore de bureau d'audience publique, d'évaluation environnementale publique de ce projet-là. Et ce, malgré que le bureau d'audience publique pour les gaz de schiste a été très clair, disant que les gaz de schiste, entre autres la fracturation, c'est extrêmement inquiétant. Et le gouvernement n'est pas allé de l'avant, entre autres, avec les gaz de schiste, mais risque d'aller de l'avant avec la fracturation à Anticosti. Et pour les gaz de schiste, rappelez-vous, il y avait eu 35 puits qui avaient été fracturés au Québec, et là-dessus, il y en avait 18, si je ne m'abuse, qui fuyaient. Donc, c'est un 19 qui fuyait. Donc, c'est une technologie qui n'est pas en contrôle, qui est quand même à haut risque, et ça se fait à Anticosti dans un environnement extrêmement sensible, et ce, sans évaluation environnementale au préalable.
peut-être je vais juste vous laisser là-dessus. Pourquoi NRJS est si important? Pourquoi vous m'entendez tant parler? Bien, ce pipeline-là, qui est ici, là, bien, à lui seul, c'est 1,1 million de barils par jour qui transiteraient à travers le Québec. Je parlais tantôt, au Québec, c'est environ 340 000 barils la consommation. Donc, c'est 3 fois la consommation du Québec qui transiterait à travers le Québec. En termes d'augmentation de la production des sables bitumineux, c'est presque 40 de production supplémentaire qu'ils seraient capables de faire juste parce qu'il y a une nouvelle capacité pour sortir ce pétrole-là de l'Alberta. Et ça veut dire quoi? Presque 40 d'augmentation de la production des sables bitumineux. En termes de pollution en Alberta, parce qu'évidemment, il faut le produire, ce pétrole-là, il faut le sortir, il faut l'extraire du bitume, eh bien, en termes de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent pour l'Alberta d'ajouter 7 millions de véhicules sur les routes. Ça, c'est la pollution supplémentaire en Alberta, un projet. C'est sûr que le Canada, s'il s'en va à Paris, il dit « je veux être sérieux dans la lutte au changement climatique », mais on n'évalue pas encore les gaz à effet de serre de ce type de projet-là. Ou même si le Québec aussi s'en va à Paris et dit « je suis sérieux dans la lutte au changement climatique », mais je n'évalue pas les gaz à effet de serre quand on parle d'un projet de 7 millions de véhicules qui annulerait une bonne partie des réductions que toutes les provinces ont fait et veulent faire, eh bien, ça ne fonctionne pas et on ne peut pas être sérieux et faire notre juste part dans la lutte au changement climatique. Je ne vous ai pas parlé des risques de déversement, mais évidemment, je pense que vous les connaissez. Ça, c'est le plus gros déversement pipelinien de l'histoire des États-Unis. C'était un pipeline, celui d'Enbridge, celui-ci. Donc, il y a des risques, évidemment, pour l'eau potable aussi. Mais je m'en tiens à ça pour aujourd'hui, avec une acétate peut-être positive. Et vous rappeler, peut-être vous rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont très mobilisés au Québec, il y a quand même des choses qui bougent, même si on n'a pas l'impression que le gouvernement actuellement s'en va dans la bonne direction d'une manière aussi convaincue. Et le prochain grand rendez-vous, c'est à Ottawa, c'est le 29 novembre prochain, si vous n'avez pas entendu parler. Le 100% possible, c'est entre autres pour ce 100% énergie renouvelable qu'on demande. Et l'idée, c'est de lancer un message très clair au nouveau gouvernement qu'il y a un appui fort au sein de la population pour que le gouvernement canadien prenne le virage de manière déterminée dans la lutte au changement climatique parce que, vous voyez, entre autres avec NRJS, on ne sait pas encore où le gouvernement canadien va atterrir au niveau de ses convictions enfermées dans la lutte au changement climatique.